Hello à tous et à toutes! Aujourd'hui, on se retrouve dans le podcast Raconte-nous et comme chaque mardi, on met en lumière un métier ou un parcours de vie et aujourd'hui, on est avec... Lou! Du premier battement de ton cœur à ton premier rire, Raconte-nous. De ton parcours d'enfant à tes passions en passant par ton apprentissage scolaire, raconte-nous. de tes premières réussites à ton premier emploi, Raconte-nous. De tes obstacles à ta remise en question, raconte-nous. Mais quelle est ta véritable passion? Viens nous raconter en toute simplicité. Lou, qui est restauratrice depuis 2 ans et demi. Yeah! On est trop contente d'être là, vraiment. Contente d'être chez toi finalement, puisque du coup on est chez Ola Saucisse, donc dans le 16e arrondissement à Paris. Avant de parler de ton parcours, qu'est-ce qui du coup se cache derrière cette enseigne, ce métier? Raconte-nous en gros en quelques mots ce que tu fais. Alors moi j'ai lancé un concept tout d'abord de corn dog puis de hot dog. Ouais. Et donc j'ai lancé ça il y a 2 ans et demi, juste après mes études. Et je me suis lancée d'abord en food truck pour tester mon offre, tester ma clientèle. Et là, depuis 3 mois, on a ouvert la boutique dans le 16e. Trop bien, franchement félicitations. Ouais. Donc avant d'en parler davantage, j'aimerais qu'on revienne au commencement. Okay. Est-ce que c'est un métier ou un projet que tu imaginais faire quand tu étais petite ou pas du tout? Alors oui. Ah, c'est vrai? Ouais, complètement. Okay. Parce qu'en fait, mon père, il a eu des restaurants quand il était plus jeune. Ok. Ouais. Donc j'ai toujours été un peu bercée dans cette ambiance. Après, je suis rentrée en école de commerce sans trop savoir ce que je voulais faire. C'était un peu le parcours classique, sans trop savoir ce que je voulais faire. Et en fait, pendant mes études, j'ai travaillé pendant 5 ans dans la restauration pour avoir un peu d'argent de poche, etc. Et en fait, j'ai adoré ça. Trop bien. J'aimais trop l'ambiance, j'aimais le rythme que c'était, le contact client. Et je me suis dit, en fait, je vais me lancer là-dedans. Et du coup, pendant les 2 dernières années de mon master, je ne savais pas trop comment lancer ça. Un restaurant, ça me paraissait un peu impressionnant. Beaucoup d'argent aussi au démarrage. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas le food truck? C'était une idée qui me plaisait bien, ça redonnait un peu à la mode. Ouais. Et je me suis dit, c'est un bon moyen de commencer petit et de pouvoir tester et après de s'agrandir. Trop bien. Ouais. Comment tu étais justement quand tu étais petite? Est-ce que tu étais quelqu'un de très extraverti? Est-ce que voilà, c'est quelque chose, tu jouais dans ta chambre déjà je sais pas, à monter un restaurant? Comment est-ce que tu étais petite? C'est quoi? J'étais très timide parce que j'étais fille unique pendant très longtemps, jusqu'à mes 12 ans, et après j'ai eu une petite sœur. Ouais. Mais du coup j'étais toujours toute seule, je jouais tout le temps dans mon coin. Ouais. Après j'ai eu des parents qui m'ont toujours poussée à aller vers les autres. Ma mère qui me disait tiens, va prendre la commande, va payer l'addition, ce genre de choses. Donc ça me poussait à aller vers les gens, mais j'ai toujours été très timide. Et après, à l'école, non, j'ai commencé à me faire des amis et tout, donc un peu sociable, et j'avais vraiment des amis de tous les côtés. Et puis même aujourd'hui, je pense que ça te sert parce que d'être sociable, etc. C'est vrai que face à la clientèle, faut pas être timide, faut y aller quoi. Donc t'as eu ça quand même dans les gènes, j'ai l'impression. Très bien. Qu'est-ce qui t'a donné vraiment l'envie d'entreprendre et notamment dans l'univers, tu vois, du fast-food? T'as un peu parlé du coup de ton papa, qu'il avait des restaurants, etc. Mais t'as fait une école de commerce. Est-ce que tu as eu un déclic où tu t'es dit pourquoi je veux entreprendre là dans l'univers du fast-food et pourquoi pas au final, je sais pas, ouvrir une boulangerie, une pâtisserie, tu vois, pourquoi cet univers-là? Alors moi j'adore manger. La base. Voilà, la base. J'adore bien manger, ce qui n'était pas le cas forcément quand j'étais petite. Je mangeais vraiment des pâtes au beurre, rien de plus. Et en fait ça s'est grave développé au fil des années, au fil des voyages que j'ai fait, des Erasmus, etc. Et du coup, je me suis dit, mais il faut que je fasse un truc dans la food. J'adore ça. J'ai beaucoup voyagé en Asie, donc tout ce qui était marché de nuit, manger avec les doigts, la fast-food et tout, j'adorais ça. Et du coup, je me suis dit, c'est la fast-food, c'est tout ça. Je veux manger, je veux faire un truc là-dedans. Et après, l'entrepreneuriat, c'est parce qu'en fait, en école de commerce, tu fais beaucoup de stages. J'en ai fait qui m'ont plu, j'en ai fait qui m'ont pas beaucoup plu au final. Et en fait, je me suis dit, j'aime pas le fait qu'il y ait quelqu'un au-dessus de moi. J'aime pas aussi être cantonnée à une mission. Quand par exemple, j'ai fait des stages en tant que directrice communication. J'aimais ce que je faisais, mais en fait, à la fin de la journée, je me disais, mais je veux faire autre chose. Je veux faire plein de trucs différents. J'ai fait des trucs dans l'événementiel, ça me plaisait énormément aussi. Mais c'est qu'il me manquait tout le temps quelque chose. Et en fait, l'entrepreneuriat, ça permet de mixer plein de trucs. Tu fais aussi bien de la comptabilité dans ta journée qu'un service dans ta boutique, aussi bien que de la communication le soir en postant tes réels et tes photos sur Instagram.
Ouais, t'es 360 quoi. Tu Ouais. dois être partout et en plus de ça avoir des compétences aussi, des connaissances du coup. C'est ça, et puis tes journées elles se ressemblent jamais en fait. C'est vrai. T'as une journée t'es en festival avec ton food truck, le lendemain t'es à la boutique, le lendemain t'es en compta avec ton comptable, donc ça c'est un peu moins fun mais J'avoue c'est moins fun. oui ça fait partie du jeu et du coup tu te dis bah c'est trop bien en fait le soir quand tu rentres et que tu racontes ta journée à tes amis bah jamais pareil. Ouais, c'est clair. Donc ça c'est clair. C'est agréable. Et du coup donc pour revenir sur Ola Saucisse, c'est lors d'un voyage en Asie où tu te dis en fait je rentre et c'est ça que je veux lancer, ou comment vient l'idée de ce concept là? Alors l'idée est née, en fait je suis partie en échange à Singapour et après j'ai fait dans tous les pays de l'Asie, j'ai fait un petit road trip et je suis tombée sur les corn dogs en Asie, en Corée plus précisément. Et en fait, j'ai adoré le concept que tu manges sur un bâtonnet, une saucisse avec du fromage et sauce à paner. Et en fait, en rentrant en France, donc j'étais en master, il y a le Covid qui arrive, et je me dis, bah tiens, je vais aller tester dans les restaurants à Paris. Et à l'époque, il n'y en avait pas encore beaucoup qui avaient créé ça. Donc je teste, et en fait, je me dis, bon, bah c'est bon, mais bon, c'est souvent avec des produits industriels, c'est pas terrible. Et comme on arrive après dans le confinement, et je me dis, bon, bah tiens, je vais faire la recette chez moi. C'était l'époque où tout le monde cuisinait à la maison. Tout ça, je me dis, bah tiens, je vais tester. Donc je vais chez le boucher, je vais chez le fromagerier, j'achète mes trucs. En fait, je fais tester à la famille, ils font, mais c'est incroyable. Ah, tu vois. Ils me disent, en fait, c'est trop bon. Et après, je me dis, bon, c'est la famille, tu connais. Ouais, bien sûr. Je fais tester à mes amis, après, je fais tester à des gens que je connaissais pas, etc. Et après, je me dis, ouais, il y a un truc en fait. Ah, tu vois, ok. Ouais, c'est à ce moment-là que tu dis, en fait, il y a quelque chose qui n'existe pas encore en France, qui est trop bon, et que je peux aller chercher, enfin, je peux prendre en marché en fait. Ouais, et du coup, bah, je me suis dit, bah tiens, je vais me lancer là-dedans. Et c'est comme ça qu'après, j'ai commencé avec le food truck et les corn dogs, et après les hot dogs. Incroyable, incroyable. Comment ça se passe les débuts? Enfin, est-ce que tout se passe comme prévu? Parce qu'en fait, c'est là, bon, ok, on voit un peu le bon côté, mais je pense que les débuts, tu as aussi le syndrome de l'imposteur, tu as aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure, la partie financière qui fait énormément peur, parce que c'est vrai que, bon, voilà, en période de confinement, on est en pleine crise aussi, le coût des matières premières, tu vois, tout ça, on connaît. Comment ça se passe les débuts? Est-ce que tu as eu des petits bâtons dans les roues, des complications ou non, au final? Bah oui, si, il y en a. Ouais. Sinon, c'est trop facile, tout le monde le fait. Ouais. Non, si, il y en a eu parce que au tout début, je devais avoir un associé, au final, ça s'est pas fait. Ah, ok. Donc, c'était un projet qu'on devait porter à deux, finalement, ça s'est porté toute seule. Ouais. D'accord. Il y a eu aussi le fait que, en fait, j'avais pas vraiment de date ou quand j'allais commencer, etc. J'avais commencé à contacter des lieux, donc par exemple le Trinquet Village où tu étais venue. Et en fait, j'ai eu un rendez-vous en septembre avec eux. Je venais de sortir de mon master, j'étais à peine diplômée. Ils me disent ok, parfait, on ouvre dans 2 semaines, vas-y. Waouh. Et du coup, en 2 semaines, j'avais rien, j'avais juste mes recettes, je savais que les recettes plaisaient, j'avais un début de fournisseur, mais c'était très... T'avais pas le food truck? J'avais rien. T'avais rien? J'avais pas de société, j'avais pas mon compte bancaire, j'avais rien. Wow. Si j'avais le nom, le nom était déposé, j'avais déjà le compte Instagram, j'avais quelques photos, tu vois. Mais c'est tout. Mais j'avais rien qui était concret, j'avais aucun matériel professionnel, etc. Donc ça a été un gros coup de boost en 2 semaines. Wow. Et au final, je me suis bougé les fesses et... 2 semaines après, hop. Ouais. Mais après j'ai commencé sans le food truck, au début j'étais dans le petit chalet au Trinquet, donc ça a été un gros avantage entre guillemets parce que ça m'a propulsé en me donnant un emplacement, un lieu qui avait déjà une communauté avec des clients entre guillemets. Et donc moi j'avais juste à créer ma société, à ramener mon matériel et mes... Mais c'est différent de faire des corn dogs chez soi à la maison pour sa famille ou ses amis. VS, là, se retrouver alors que tu n'as jamais fait ça de ta vie, face à une clientèle que tu connais pas, dans un environnement que tu connais pas, à faire goûter une cuisine que eux connaissent pas, quoi. Oui. Donc, est-ce qu'on a le track le premier jour? Non. Non. Si t'as forcément le track de te dire est-ce que ça va marcher ou pas. Bon, après, je suis hyper bien entourée, donc j'ai toujours eu mes proches, mes amis qui ont toujours été là tout au long de mon parcours et qui le sont encore, à toujours venir. Dès qu'il y a un petit coup de mou, ils sont là à venir au restaurant. Mais si t'as le track, mais en même temps, ce qui était compliqué avec les corn dogs, c'est qu'en fait, comme tu disais, ils connaissaient pas. C'est pas comme tu lances une marque de burger. Tu peux avoir un petit truc original où les gens vont dire ah trop bien, c'est un petit truc nouveau. Là le corn dog c'était quelque chose, on avait une démarche où il fallait vraiment expliquer à chaque fois ce que c'était. Donc on avait beau mettre des visuels, écrire corn dog, mettre des descriptions, etc. T'avais toujours une explication derrière à donner. Donc ça faisait un peu peur aussi de sortir avec un nouveau produit. Est-ce que ça s'est lancé comme tu espérais ou il y a eu justement une partie
on va dire, à devoir éduquer un petit peu le marché à cette spécialité du coup Bah en fait, que j'ai eu un peu de chance, entre guillemets, avec le temps où j'ai commencé à préparer ça pendant le confinement et au moment où ça s'est lancé, c'est qu'il y a eu d'autres restaurants qui ont commencé à ouvrir. Et donc il y a eu une clientèle qui a commencé à bien se faire connaître, notamment avec TikTok, où les jeunes ils mettaient beaucoup de posts là-dessus. Donc ça a aidé. Après, c'est vrai que j'étais au Trinquet Village où la clientèle elle est beaucoup plus âgée que ces jeunes qui découvraient ce concept. Donc oui, il y a eu une partie d'éducation. Au début, les personnes connaissaient, donc je leur disais c'est un peu comme un hot dog, mais c'est pas vraiment un hot dog. Mais il faut goûter. Voilà, c'est ça. Et donc au début, bah, on faisait des petits plateaux dégustation, on le faisait goûter aux gens, et après ils disaient ah c'est trop bon, vas-y je vais prendre la version classique. Et bah, après aussi tu fais du contenu avec les influenceurs, toi-même tu fais du contenu pour bien sûr le montrer, etc. Donc en fait tu apprends en faisant quoi. C'est ça. En fait. C'est parce que t'as pas. Ok, t'as eu un papa qui a eu des restaurants, mais t'as fait une école de commerce, t'as pas fait de CAP cuisine ou autre. Tu trouvais ses fournisseurs, savoir lesquels choisir, savoir faire des recettes, répondre du coup à la minute. En plus, c'est du minute, donc cuisiner à la minute, s'organiser tout. Tout ça, genre, tu l'apprends en fait sur le tas. Notamment choisir ses fournisseurs. Comment on choisit ses fournisseurs? Bah, tu vas à tâtons. Tu demandes conseil. Tu regardes sur internet, tu te déplaces. Au début, j'allais à Rungis, mais Rungis, parfois, c'est très compliqué en termes d'horaire, etc. Donc, tu tâtonnes. Au début, c'est pas top, c'est parce que tu veux. Et en fait, tu peaufines. En fait, ça qui a été compliqué, c'est qu'en fait, j'ai démarré tout de suite sans avoir validé des fournisseurs. Donc, ça a été très dur au début de fidéliser les clients parce que les produits changeaient souvent. Bien sûr. Donc, puis même pour toi, je pense que c'était un peu une erreur entre guillemets de se dire peut-être que j'aurais dû attendre un peu plus de valider des trucs, être sûre. Mais en fait, t'avais pas le temps. En fait, oui, et puis moi je suis pas dans le but en mode j'aime pas reporter à demain. Donc on me donne une opportunité, j'y vais et c'est pas grave, au pire je me casse la gueule, je m'en fous, j'avais 22 ans à l'époque. Si t'avais un master en poche aussi, il va rien se passer. Ça allait, mais après je me suis dit c'est maintenant ou jamais, on me propose une opportunité, ça sera pas demain, des places là-bas, il y en avait pas 40 000. Bien sûr. Tu m'étonnes. Sinon tu vas jamais. Et du coup tu commences avec donc ton food truck. Pourquoi avoir fait ce choix-là? Comment tu le trouves ce food truck? Et comment cette aventure commence du coup dans ce food truck là? Alors du coup ça faisait à peu près 1 an que j'étais au Trinquet. J'avais beaucoup de demandes en événementiel, etc. Et je commençais à me tourner beaucoup vers les festivals de musique. Et donc il y avait en festival, c'était soit en stand, soit en food truck. Et du coup en fait j'avais plein d'opportunités en festival, mais je pouvais pas m'y rendre parce que j'avais pas encore mon food truck. Donc au début j'en louais. Et à la fin, je me suis dit, en fait, il faut avoir mon truc parce qu'il faut que j'ai mon image, etc. Il faut que j'ai mon food truck avec brandé parce qu'à chaque fois, je prenais des petites food trucks, caravanes, etc. que tu décores, mais c'est jamais ton identité à toi. Et du coup, je me suis dit, c'est la prochaine étape. Et du coup, 1 an après, j'en ai acheté un. Ok, incroyable. Est-ce que aujourd'hui, effectivement, on va en parler un petit peu, mais ça t'a amené jusqu'à l'ouverture de ton premier restaurant. Est-ce qu'il y a eu des gros coups durs dans tout ton parcours? Parce que du coup, tu t'as commencé, t'avais 22 ans. Aujourd'hui, t'en as... j'ai dit 22 ans, mais je crois que c'était 24 ans. J'ai commencé à 24 ans et là, j'en ai 27. 27 Ouais. Est-ce que t'as des moments où tu t'es dit, en fait, non, c'est pas pour moi, j'arrête? Ah oui, tous les jours. Hein. Ouais, c'est vrai. Franchement. Et pourquoi? Parce que c'est dur, en fait, déjà d'être toute seule. Toute seule, jeune... Être une femme aussi, tu te fais prendre par une conne par plein de gens. Financièrement aussi c'est dur parce que je sais pas si c'est le cas pour vous, mais moi j'ai tous mes amis qui sont en CDI, qui sont machin. Bien sûr. Quand t'es la seule à entreprendre dans ton entourage, parfois ça peut être compliqué dans le sens où tu te dis pourquoi je retournerais pas dans une entreprise avec un salaire fixe. Je rentre le week-end, je suis à peu près tranquille. Je dis pas qu'on est complètement tranquille, mais moi ça m'arrive de faire des insomnies, de faire des crises d'angoisse souvent, etc. Donc c'est pas facile. C'est pas facile, non. Et qu'est-ce qui te fait qu'est-ce qui fait que tu n'arrêtes pas? Parce que ça me plaît. Franchement, ça me plaît. Et à chaque fois qu'il y a un petit coup de mou derrière, il y a un client qui va être gentil avec moi, qui va me dire merci, c'était super bon. Ou je vais avoir une petite réponse positive derrière. Ou je vais avoir, par exemple, comme je te disais tout à l'heure, mes proches ou mes amis qui vont me rendre visite. Et donc ça, franchement, ça booste beaucoup et ça me permet de tenir, en fait. Ouais, c'est clair. Et justement, on en a un peu parlé, donc tu es passé du food truck à ton premier restaurant au La Saucisse. Toi, personnellement,
quelles sont à peu près les différences, tu vois? Je pense que c'est deux univers totalement différents. Tu vois, tu nous as parlé que tu faisais des festivals de musique, etc. Boum, 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 je pense que tu aimes bien la musique. Et là, bon, on est quand même dans le 16e arrondissement, c'est notre clientèle. Comment ça se passe? Quelles sont les différences pour toi? Bah, les différences, elles sont énormes parce que déjà, avec le food truck, t'es autonome et tu changes d'endroit tout le temps. T'as une clientèle qui est plutôt festive, qui est plutôt joyeuse, etc. Mais que tu revois pas forcément. Donc en fait, c'est des clients que tu vois, mais que tu fidélises pas, avec qui t'as pas forcément de discussion. Alors que la boutique, t'as un endroit fixe, t'as une carte qui peut changer, etc. Mais t'as des produits qui restent. T'as des clients que tu revois souvent et c'est agréable parce que tu crées du contact, elle prend leur prénom, enfin, tu discutes avec eux. Donc ça, c'est ce que je recherchais aussi dans une boutique, c'est pouvoir avoir un vrai contact client. Et comment tu trouves ce restaurant? Est-ce que tu avais anticipé l'ouverture ou tu t'es dit ok, je me laisse tant d'années dans le food truck, parce que le food truck tu l'as toujours? Oui. Et après j'ouvre mon restaurant, ou c'était plus tu as saisi une opportunité? Comment ça s'est passé? C'est comme tu dis, j'ai saisi une opportunité. En fait, j'avais cette idée en tête de me dire bon, faut que je monte mon restaurant, je vais pas rester indéfiniment au Trinquet. C'est pour ça que j'y étais partie d'ailleurs. Et je m'étais dit, bon, faudrait que je pense à un restaurant, mais on verra ce qui se présente à moi. Et en fait, un jour, en me baladant dans le quartier, je passe devant cette boutique où je me dis, tiens, ça c'est à vendre. Bon, j'ai envoyé un message, mais j'avais déjà envoyé d'autres messages sur d'autres boutiques, mais sans vraiment. Pas vraiment positionné. Oui, et puis je me disais toujours que c'est quand même un budget, machin, etc. Les loyers à Paris, c'est pas évident, etc. Et en fait, je visite et je me dis parfait, c'est la bonne dimension, c'est la bonne taille pour moi, ça pourrait me convenir. Je demande le prix, je me dis putain, c'est intéressant. Le loyer, intéressant aussi. Je me dis bon, allez, on va tenter. Et en fait, c'est passé. Et je me suis dit, ah, trop cool. Et en fait, ce qui était bien, c'est que c'était entre guillemets, un restaurant un peu clé en main. L'ancien propriétaire m'a laissé tout le matériel, que j'ai juste un peu rafistolé. J'ai repeint certains meubles, j'ai changé du matériel, mais j'avais quand même une bonne base. Donc en fait, quand j'ai eu les clés et quand j'ai signé, je pouvais ouvrir une semaine après. Et là, tu ouvres, mais tu ouvres avec du coup un concept de hot dog. C'est seulement, ouais. Ok. Parce qu'en fait, du coup... Parce que du coup, en fait, c'est un établissement qui n'a pas d'extraction. Et du coup, je peux pas mettre de friteuse pour faire les corn dogs. D'accord. Du coup, je me suis dit, c'est pas grave, l'offre hot dog, je la propose pas tant que ça en festival. C'est une offre qui plaît quand même un peu plus, on va dire, au plus grand nombre. Parce que c'est vrai qu'un corn dog, pour une certaine tranche d'âge, ça peut faire peur au niveau du gras, etc. Et c'est quelque chose aussi d'assez festif au final, le corn dog. Donc je me suis dit que c'est pas grave, je vais lancer le hot dog dans la boutique et on verra pas, pourquoi pas une deuxième boutique après plus tard avec des corn dogs. Bah ouais, une nourriture très réconfortante et ils sont très très bons d'ailleurs. J'ai une autre question pour ceux qui aimeraient ouvrir un restaurant. Est-ce que tu peux nous donner juste une tranche en moyenne, Lou? Combien faut compter si demain on souhaite investir dans un restaurant comme ça à Paris? Ou est-ce que ça dépend vraiment de la superficie? Enfin, si, pour tous ceux qui souhaitent, mais vraiment, comme je te dis, on part de zéro, à quoi il faut faire attention? Quels sont un peu tes conseils sur ça du coup? Alors une tranche large, pour moi, nous, du coup c'est une boutique de 20 mètres carrés, pour donner une idée, qui était déjà donc, complètement aménagée. Qui est dans le 16e, donc quand même un quartier un peu cher, un peu privé. Et du coup, pour donner une grande fourchette, c'est entre 45 et 60. Mais après... tout dépend du coup. Tout dépend de la superficie. Et après même du matériel aussi à acheter. Franchement, moi j'ai été bien aidée parce que c'était rempli de matériel. Et donc forcément, quand j'ai acheté dans le prix, il y avait le matériel aussi qui était compris. Ok, donc, très clair. Trop bien. Et donc... On ouvre un restaurant, super. Comment est-ce que on fait sa communication? Comment on se fait connaître? J'imagine aussi, est-ce qu'on utilise d'autres réseaux de distribution? Et est-ce que ça représente je pense à des Uber Eats et des Deliveroo, et est-ce que ça représente vraiment une grosse chiffre une grosse part de ton chiffre d'affaires? Comment ça fonctionne quoi? Alors moi, ce qui est bien, c'est que quand je l'ai lancé la boutique, j'avais déjà mon Instagram. Ça fait déjà 2 ans et demi qu'on faisait ça. Donc entre guillemets, j'avais déjà ma communauté, j'avais déjà en gros toutes mes photos, mes visuels. Donc en vrai, j'ai pas prévu un plan de communication particulier. Je suis pas du tout scolaire dans mon métier. J'y vais vraiment au feeling.
Et du coup, en fait, je m'étais dit, j'ouvre. D'abord, on fait un petit test parce que j'avais travaillé dans des grandes maisons quand j'ai fait des stages. Je sais qu'on fait toujours des services à blanc avant les ouvertures avec soit les proches, soit avec des passants sans faire de communication. Donc pendant 2-3 semaines, on a fait une ouverture sans prévenir personne. On a laissé juste venir les commerçants, les personnes du quartier, nos amis, nos proches. Et ensuite, après, on a fait une ouverture 3 semaines après avec une inauguration. Où là, on a invité les personnes du quartier, les clients qui passaient, tout ça, quelques influenceurs. Et ensuite, pendant plusieurs mois, j'ai invité des influenceurs à venir pour qu'ils puissent tester, pour qu'ils fassent des retours, des posts forcément, etc. Et après, ça a été beaucoup de photos sur Instagram pour promouvoir. On essaye un peu de se lancer sur TikTok, mais bon, je suis pas une pro. et puis voilà, après on essaye, là ça va venir, c'est pas encore, c'est un peu secret encore, mais on a quelques trucs qui arrivent. On adore. Pas forcément dans la presse, mais voilà, comme des labels entre guillemets, ce genre de choses. Trop bien. Et tu utilises du coup des réseaux de distribution comme Uber Eats, Deliveroo ou pas du tout? Si, on n'utilise que Uber Eats pour l'instant. Parce qu'en fait, quand tu travailles avec une application, souvent tu as un partenariat entre guillemets de. Comment on dit ça? D'exclusivité. Exactement, d'exclusivité, ce qui permet de réduire ton taux en fait, ton pourcentage qu'ils te prennent sur ton chiffre d'affaires. D'accord, génial. Après, c'est un choix. Au tout début, j'étais sur les deux et au final, maintenant, on n'est que sur Uber Eats. Ça fonctionne plutôt bien. Après, on marche beaucoup plus avec la boutique qu'avec les plateformes. Trop bien. Lou, quel a été ton plus bel accomplissement en tant que jeune entrepreneur? Et est-ce que tu peux nous dire, tu en as parlé un peu rapidement tout à l'heure, mais si tu as une équipe aujourd'hui ou si vraiment tu es full-time seule dans cette boutique et aussi dans les food trucks quand tu pars en festival, raconte-nous un peu tout ça. Alors, comme tu disais, le syndrome de l'imposteur. C'est totalement ça, parce qu'en fait, j'ai beaucoup de mal à être reconnaissante, être reconnaissante de ce que je fais et m'en rendre compte. Donc souvent, c'est un peu post-festival, chaque événement. Après, je me dis, ah oui, quand même. En fait, c'est souvent quand on monte nos réels que je me dis, ah putain, c'était bien, on a fait ça, il y avait autant de monde, etc. Donc ça, je m'en rends compte tout doucement, mais pas entièrement. Ou sinon, c'est quand mes proches me le disent ou quand des clients me le disent. Sinon, je le reconnais pas de Pour toi, à l'heure actuelle, t'as encore rien accompli dans ta tête ou non, quand même. Si, quand même. Si, mais c'est difficile de se dire ah ouais. En fait, je m'en rends compte en parlant aux gens. Quand ils me disent qu'est-ce que tu fais dans la vie et que là, je leur dis, je me dis ah oui quand même. Mais quand t'as le nez dedans. Quand t'as le nez dedans, je m'en rends pas compte. En fait, je me dis en fait, ça suffit pas. Là, il me faut une deuxième boutique, il faut un deuxième truc. Et t'es que dans le négatif entre guillemets des choses qui peuvent ne pas aller, tu vois. Mais au final, quand t'en parles et quand tu regardes en fait tes posts, parfois je me regarde, je passe des soirées à regarder mes réels, je me dis ah ouais en fait incroyable. Sympa quoi. C'est ce que j'ai fait quand même finalement. C'est moi. C'est pas mal ce qu'elle fait la fille là. Non mais oui en fait tu t'en rends compte après, en parlant. Et pour revenir à ce que tu disais juste avant, je suis hyper bien entourée. Je suis entourée de ma cousine Agathe qui est en stage avec moi. On lui fait un petit coucou à Agathe. Qui m'accompagne depuis l'ouverture de la boutique, là, qui fait un stage avec moi, mais seulement pour 6 mois malheureusement parce qu'elle est encore en études. Et sinon après je suis complètement toute seule et je travaille avec, j'ai une petite équipe d'extras qui sont des extras réguliers qui font vraiment tous les festivals avec moi. Et franchement, ils sont vraiment ils sont top. Et comment on recrute justement ces extras-là? T'es allée sur des plateformes, sur Instagram, alors c'est beaucoup de bouche à oreille au début. Au début, c'était vraiment des amis qui m'accompagnaient, etc. Et après, c'est vrai que quand tu prends de l'ampleur, il faut vraiment structurer. Donc nous, on passe beaucoup par des applications qui s'appellent par exemple ta Brigade, StaffMe. C'est des applications qui sont vraiment dédiées à la restauration pour des extras. Donc forcément, ça coûte un peu plus cher que si c'est toi qui les recrutes. Mais du coup, on passe généralement par ça parce que ce sont beaucoup plus professionnels. Et après, tu as la possibilité de les mettre dans tes favoris et de travailler tout le temps avec les mêmes personnes. Et donc ça, c'est pratique parce que du coup, comme on a beaucoup d'événements qui changent, qui sont ponctuels, mais en fait, du coup, on a des équipes au final qui connaissent ce qu'on fait et ça permet de ne pas avoir tout le temps des nouveaux. C'est clair. Parce que le fait de reformer à chaque fois, ça peut être très énergivore quoi. Et puis ça prend du temps aussi, de tout expliquer les produits, etc. C'est quoi la tranche d'âge qui travaille avec nous? Franchement, ça va de 20 ans à... J'ai une dame de 45 ans, 50 ans qui travaille avec moi. Mais c'est génial, trop bien, trop bien.
Et comment tu t'élabores toutes tes recettes, même tes idées de communication, de compte, parce que c'est vraiment toi qui gères tout. D'où vient cette créativité et comment tu dis ah bah vas-y je vais tester cette recette, ça fait sens. Sur les recettes ou sur le contenu? Les deux, parce que du coup t'es en 360. Hein. Ouais, bah le contenu c'est vraiment, je m'inspire, je regarde ce qu'il y a sur internet. Ouais, et tu vois ça. Je scroll, j'envoie à Agathe, je dis ça faut qu'on fasse, ça c'est trop bien. Après on essaye, parfois ça passe pas. Ouais. Non, vraiment, c'est vraiment regarder ce que font les autres, s'en inspirer, après le mettre forcément à sa sauce et à son identité. Et après, au terme de recettes, franchement, comme avec Agathe, on est des bonnes vivantes. Ouais. Franchement, c'est vraiment à nos goûts, c'est en testant, c'est en se trompant parfois, en se disant merde, j'ai mis la mauvaise sauce ou ce genre de choses qu'on se dit ah, c'est trop bon. Et aussi en s'inspirant par exemple de voyages ou ce genre de choses. Franchement, tu es à l'écoute de ce que te disent les clients. Est-ce que même les clients te font des retours spontanément alors que tu leur demandes pas et ça permet parfois d'ajuster des petits trucs En fait, parfois on a des clients qui changent un peu les recettes parce qu'ils ont des ingrédients qu'ils n'aiment pas et en fait en refaisant des nouvelles recettes à faire pour eux, on se dit en fait ça pourrait bien marcher et du coup c'est pour ça que parfois on instaure des hot dogs du moment, parce qu'en fait on se dit ah cette recette elle était pas mal, on va la mettre en mode hot dog du moment, on va tester et en fait ça plaît ou non mais au final ça fait une petite nouveauté tous les mois qui vient. Trop bien. Donc ça c'est cool. Trop sympa. Quel conseil tu donnerais à des personnes qui souhaitent se lancer dans la restauration rapide aujourd'hui? Sincèrement, vraiment. Je pense que déjà avant de se lancer, je pense qu'il faut avoir déjà comme moi une première expérience en tant que serveur, en tant que runner, dans une grande brasserie ou dans un restaurant, peu importe lequel. Pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Ouais, pour comprendre comment ça fonctionne, pour comprendre le rythme, pour comprendre la fatigue, etc. que ça entraîne. Et après, je dirais, tant que tu es passionné par ça, si cette première expérience elle t'a plu, t'as toutes les clés en main entre guillemets pour pouvoir te lancer tant que t'as la passion et tu connais un peu le secteur, ça se passe. Est-ce que tu dirais, parce qu'il y en a beaucoup qui disent je vais pas lancer mon fast-food de burger parce qu'il y en a déjà 50 000 à Paris. Toi effectivement tu arrives sur un produit qui n'existait pas encore trop en France. Est-ce que tu leur dirais non laisse tomber c'est bouché ou pour toi il y a rien de jamais bouché Non pour moi il y a rien de jamais bouché. Après je pense qu'il faut toujours avoir une petite touche d'originalité. Ouais. Parce que c'est vrai que par exemple ce qui fait fureur en ce moment c'est Smash Burger. Ouais. Moi peu importe l'enseigne qui ouvre je vais y aller demain parce que j'adore ça. Mais c'est vrai que faut avoir quelque chose qui se démarque. Après, pas forcément dans ta recette, ça peut être aussi bien dans ta communication que dans la décoration de ton établissement, dans plein de choses. Mais c'est vrai qu'il faut avoir un petit truc en plus, je pense, pour te démarquer parce que c'est vrai que tout ce qui est burger, pizza, sushi, c'est vu et revu. Alors après, soit faut se tourner vers une cuisine un peu fusion, soit faut avoir une petite touche d'originalité, soit comme je disais, dans la décoration de ton restaurant, dans ta communication. C'est clair. Et ton rythme de travail aujourd'hui, c'est quoi? T'as des jours de repos ou pas? Est-ce que tu dors, Lou? Oui, je dors en fait. Entre les festivals, la nuit, le matin, hop, tu fais toute ta ensuite, la compta. Ensuite, t'as rendez-vous avec la compta. Comme je te disais, il n'y a aucune journée pareille. Après, si je reste dans le plus classique, on fait avec Agathe, on fait du 9h30, 15h. Ouais. Donc ça c'est nos journées à nous avec Agathe en semaine. Et après moi donc c'est là où la journée s'arrête pour Agathe, où elle travaille ensuite en télétravail chez elle. Et après moi c'est l'heure où je rentre, où je me repose un petit peu. Un petit peu, parce que parfois on va la compta ou autre chose. Et après moi je reviens pour le service du soir jusqu'à 21h30, 22h. Ok. Voilà. Et ça 7-7? Non, après ça c'est 6 jours sur 7. 6 jours sur 7, ok. Après, ça dépend. Après, quand on a des festivals, c'est pas du tout les mêmes horaires. Hein. Là, par exemple, il y a 2 semaines, on faisait un festival, on faisait du 8h30 à minuit, quoi. Ok, 8h30, minuit. Ça fait à peu près 10h. Super. Waouh. Ok. Ça va, la fatigue? C'est quoi ton secret pour tenir le rythme, la passion? Je sais pas, parce que j'aime pas le café, donc... Une bonne crème, peut-être. Quand on commence, Lou, on est vraiment en 7-7, 7 jours sur 7? Ou c'est pas vraiment vrai? Je sais pas comment dire, mais en fait, je pense que ça dépend de chacun, de comment il s'organise et après je pense qu'il faut aussi savoir lâcher prise. Moi j'ai un peu du mal, mais je le fais de plus en plus en me disant c'est bon là, faut faire une pause,
Mais parfois tu culpabilises aussi. Ouais, bien sûr, ça. Moi quand je rentre à 15h, je me dis non, je vais pas dormir. Mais en même temps, si, parce qu'en fait tu vas finir à 22h, donc il faut bien que tu fasses une pause parce que quand tu vas rentrer à 22h, tu vas pas te coucher avant minuit. Donc t'essayes, mais c'est pas simple de trouver son équilibre et de prendre du recul, quoi. Ouais. Mais au début, c'est vrai que oui, 7 jours sur 7. Au début, quand on travaillait au Trinquet, je finissais à 3h du matin, c'était pas du tout les mêmes horaires. Ouais, d'accord. Donc aussi, après, c'est aussi compliqué. Bon, après, ça n'a pas de rapport avec la question, mais c'est aussi compliqué de combiner avec une vie de famille, une vie avec tes amis. T'as pas du tout le même rythme que les autres, mais bon, après, si ça te plaît et que tu t'accroches, t'as toutes les raisons pour continuer. Et puis après, je pense que dès le début, c'est le moment de s'investir parce que c'est comme ça qu'après, tu pourras l'acheter du lest au fur et à mesure. Ouais, c'est comme ça que toi, tu imagines le futur, entre guillemets. C'est là, tu te dis, allez, c'est mes premières années, donc je me donne à fond pour plus tard un peu plus respirer et lâcher un petit peu la corde, quoi. Ouais, bah pour avoir des horaires un peu plus classiques. Après, j'en aurais jamais. Oui, jamais. Enfin, quand t'es dans la restauration, t'en as jamais des très classiques, mais tant que t'arrives à trouver ton petit rythme qui convient avec tes heures de sommeil dont t'as vraiment besoin, tout dépend de chacun. J'ai besoin de 8. Précisément. Mais non, après tout dépend de chacun et je pense qu'il faut s'adapter, il faut s'écouter soi en fait. Ouais, c'est clair, c'est clair. On va passer à un petit jeu. Mythe ou réalité? Tu nous dis mythe ou réalité ou / tu développes dépendant de la question, ok? Selon moi. Selon toi. Exactement. Mythe ou réalité, un food truck c'est plus rentable qu'un resto? À la compta. Oh là là. Aïe, elle a pas regardé les chiffres. Non, mais c'est difficile. Pour moi, pour toi. Pour moi, un food truck c'est plus rentable pour l'instant. Ok. Ouais. Parce que entre guillemets, t'as moins de charges. Ok, ouais, t'as moins de charges. T'as moins de charges, mais après, il faut aussi s'organiser de manière à avoir un planning qui est toujours plein. C'est ça. Parce que c'est une activité très saisonnière. Ok. Donc, tu peux avoir des périodes très creuses entre novembre et février. Ouais. Okay. Donc, soit tu te blindes toute l'année avec des événements vraiment 7 jours sur 7, etc. Soit c'est la merde. Le néant. Non, voilà. Mais après, ça dépend. Je pense enfin, je sais pas. Moi, après, ça fait que 3 mois que j'ai ouvert le restaurant, donc je me rends pas trop compte. Mais après, je me rends compte aussi qu'en termes de charges, forcément, t'as un loyer que tu n'as pas avec un food truck. C'est pas les mêmes choses. Ok. Deuxième question. Lou, es-tu une grande cuistot en perso dans ta vie de tous les jours? Est-ce que ça cuisine ou est-ce que ça fait réchauffer les plats? On a compris que ça aime manger, mais est-ce que ça cuisine? Ça aime cuisiner, mais ça a la flemme. Ça a la flemme de fou, ouais. Autant en fait, franchement, le week-end, je cuisine, j'aime ça et tout. Ou même en fait, quand je suis en vacances avec des amis à la campagne, etc., j'en fais tout le temps à manger, je suis la cantinière. Non mais je te jure, je suis la cantinière. Mais alors en semaine, j'ai la flemme. J'ai la flemme. Déjà, j'ai la flemme de me faire les gamelles le midi. Non, franchement, donc heureusement, j'ai mon copain qui est là, heureusement, merci. Merci le vrai cuistot. Ah vraiment? Non, mais c'est bien, enfin, ok. Justement, mythe ou réalité, t'as pas de vie perso? Si, enfin, entre les deux, franchement, entre les deux. Parce que ça peut être, ça dépend vraiment des périodes. Tu vois, par exemple, là, j'ai aucun week-end de dispo jusqu'à fin août. Pour voir mes potes. Enfin, entre guillemets, pour boire un verre ou etc. Ouais, bien sûr. Donc, ça dépend en fait. C'est quelque chose que toi, ton entourage comprend et te soutient ou ça a creusé certains écarts non, franchement, ils sont hyper compréhensibles. Okay. Au niveau familial, ils sont très compréhensibles parce que mon père est entrepreneur, donc il capte totalement. Ma mère le captait pas trop au début, mais elle comprend que ça me plaît et elle a beaucoup travaillé avec moi sur des événements, donc maintenant elle me dit en fait t'es hyper bien entourée, ça marche bien. Franchement, je comprends. Mais elle n'ose pas me déranger, parfois elle me dit non mais j'ose pas t'envoyer un petit message, je dis mais tu peux, enfin je me libérerai toujours du temps pour toi. Et après mes amis, non franchement ils s'adaptent beaucoup aussi, donc ça c'est vraiment bien, comme je disais, ils viennent parfois au resto, trop bien. Plutôt qu'aller boire un verre ailleurs, ils viennent le boire ici, ça c'est... Mais t'arrives du coup à te dégager même du temps un petit peu pour toi, ça t'empêche pas d'avoir quelqu'un dans ta vie, tout ça quoi. Après ça dépend, ça dépend. En fait, ça dépend où t'en es dans ta relation, etc. Mais au début, c'était dur. Bien sûr.
Parce que quand tu te mets avec quelqu'un qui n'a pas de rapport avec la restauration, qui a son petit CDI qui est bien, le week-end il va vouloir faire des trucs, mais toi tu vas avoir envie de dormir. Tu vois, t'as pas du tout le même rythme. Enfin, au début, moi par exemple, je finissais à 3h du matin. Tu le vois pas. Tu vois, tu t'adaptes. Mais en fait, c'est un moment à passer et après ça. Tu trouves ton équilibre. Exactement. Et puis après, forcément, ça s'allège. Hein. C'est le début où c'est un peu plus dur, mais bien sûr, faut pas se décourager. Mythe ou réalité, il faut avoir fait un CAP cuisine pour ouvrir son resto. Mythe. On est d'accord. Ouais, voilà. Donc voilà. Il y a pour toi des barrières à l'entrée, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, où tout le monde peut, s'il a l'envie, peut lancer son... Non, je pense que moi, tout le monde peut lancer, tant qu'il est un peu passionné et qu'il aime ça. Il n'y a pas de barrière, hein, franchement. Après, bon, je fais pas de la grande gastronomie, hein, je fais des hot dogs, mais... Oui, mais bon. Bah oui, mais bon, quand même. Oui. Oui, je veux pas de la pâtisserie ou quoi que ce soit qui, là, pourrait peut-être demander plus un CAP pâtisserie, technique, tu vois. bien sûr. Mais je pense que tant que tu es passionné, tant que tu aimes, et que tu as envie de goûter et que tu testes, et aussi que tu fais tester à ton entourage, à des personnes que tu connais pas, etc., tu arrives à te créer ton truc pour te lancer, il n'y a pas trop de soucis. Donc très rapidement, Lou, on va passer du coup à la dernière question. Est-ce qu'on peut vraiment déguster du coup dans ton food truck? Où est-ce que tu es le prochain événement? Et ici, est-ce que tu peux nous parler un peu rapidement de tes différents hot dogs que tu as, les différentes sélections et où est-ce qu'on peut te retrouver sur Instagram? On mettra toutes les coordonnées. Voilà. Alors, dans le food truck, on peut déguster aussi bien des corn dogs que nos hot dogs. Ça dépend en fait des événements et de ce que les événements recherchent. Donc en termes d'événements, on sera prochainement. On a le Insula Festival. Qui se trouve où? Qui se trouve à côté de Chatou. Et sinon, après, on fait beaucoup d'événementiels pour des entreprises. Donc, par exemple, là, on a fait L'Oréal la semaine dernière. Trop bien. Et sinon, par exemple, très prochainement cet été, on sera au Forum des Halles à Châtelet. Génial. Ou à la gare d'Austerlitz. Allez-y. Et après, au niveau de la boutique, on fait exclusivement des hot dogs. On a 4 recettes différentes. Et on a une version XXL aussi, pour les plus aventureux. Sinon, on a aussi nos nachos. On vend des petites salades qu'on change en fonction des saisons. Et puis voilà. Trop sympa. Trop bien. Tu adaptes à chaque fois ton menu, notamment quand tu es en festival, quand tu vas voir des entreprises. C'est quoi, tu discutes avec la personne qui organise l'événement en fait, sur notre site internet, en fait, on a nos différents menus. Et dès qu'on part sur un événement, on envoie notre plaquette commerciale avec nos différents menus. Et en fonction aussi, en fait, ça va être en fonction du lieu, en fonction de la capacité, par exemple, électrique, parce qu'avec des corn dogs, tu utilises beaucoup plus d'électricité avec les friteuses. En fait, on s'adapte en fonction de ce qu'ils veulent, de ce qu'on peut faire et de ce qu'ils proposent aussi déjà, parce que souvent il y a d'autres food trucks. Donc faut pas, par exemple, si on fait du hot dog, il y en a un autre, on va faire corn dog plutôt. Bien sûr. Donc, et là, on a vu la dernière nouveauté, le dessert. Peux-tu nous en parler? Alors là, du coup, maintenant on a lancé un hot dog sucré. Non, mais est-ce que vous connaissez ça, vous? Moi, personnellement, non. Ça a l'air. Bon, après, il n'y a pas de saucisse dedans, mais du coup, c'est un pain brioché qui va être légèrement chauffé. Et on va mettre une pâte à tartiner dedans et des petites noix de pécan. Pour les cheat meals, c'est parfait. J'ai du coup une dernière question. Comment est-ce que tu vois évoluer Hola Saucisse? Quels sont tes projets futurs? Alors, projet futur, j'aimerais bien ouvrir une deuxième boutique. D'accord. Pas de franchise ou... Si. Ok. En fait d'abord, j'aimerais ouvrir une deuxième boutique avec hot dog, corn dog pour tester. Je serai dans le test, moi. Bien sûr. T'as raison. Tester, et en fait, si ça fonctionne, après on ouvrirait peut-être 2 ou 3 à Paris. Et après franchiser. Mais ça me fait très peur la franchise parce que après tu contrôles pas en fait derrière l'image, etc. Mais ça peut être un objectif. En fait je préfère d'abord structurer en ayant 3-4 boutiques. C'est moi qui gère et je sais que les produits vont bien sortir, etc. Pour pouvoir après ensuite faire mes process pour pouvoir lancer une franchise. Donc potentiellement franchise à travers la France d'ici 5, 10, 15 ans. Faut qu'elle dorme, Lou, un peu avant tout ça, Marie.
non, mais c'est vrai, tu vois, tu dis, est-ce que quand tu lances un projet comme ça, tu as déjà un plan sur 5-10 ans où en fait c'est du feeling et tu vois, tu saisis l'opportunité, tu ouvres un resto, potentiellement un deuxième, tu te dis pas, ok, pas dans 6 mois et 3 jours, j'ouvre mon deuxième resto, quoi. C'est en fait, tu vas quoi? Tu vas te rebalader dans la rue, tu vas voir potentiellement un deuxième local et tu vas dire, il me le faut. Ouais. Parce qu'en fait, tu vois, moi, je suis pas, comme je t'ai dit, je suis pas du tout scolaire. Pour moi, les business plans, ça sert juste à aller à la banque. Après, je vais peut-être en heurter certains, mais enfin, pour moi, en tout cas, j'en ai fait des business plans, j'en ai fait plein, parce que oui, ça sert. Ça peut te donner une petite idée de où tu vas, mais en fait, il y a tellement de choses qui vont rentrer en compte et qui vont peut-être modifier tes idées, etc., que pour moi, enfin, faut pas rester basé sur une idée de dire je vais ouvrir une boutique, une deuxième boutique, une troisième boutique. Enfin moi si je vous dis mon business plan du départ, c'était ouvrir 4-5 food trucks au départ et être dans toute la France. Pas du tout en fait, au final j'ai ouvert un food truck que 1 an après, la boutique au bout de 2 ans. Non pour l'instant, franchement c'est du feeling et oui, la deuxième boutique elle se présentera quand elle se présentera. Ouais, comme on a dit, tu apprends en faisant, donc ça change et tu suis ton instinct. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui? Du repos. Du dodo. Non, que ça continue de fonctionner, que j'ai toujours des clients super, que ça s'agrandisse et j'aimerais bien être potentiellement après un peu plus accompagnée, pouvoir embaucher, ça serait mon rêve, mais pour l'instant, je peux pas trop me le permettre, mais j'aimerais bien. Bon, t'es fière de toi? Oui. Trop bien. Et un dernier mot de la fin, quel est ton souvenir, ton meilleur souvenir, Lou? En une phrase, ton meilleur souvenir. Un meilleur souvenir. Franchement, tous mes entre guillemets mes festivals de musique, ça a été vraiment les événements les plus marquants parce qu'en fait c'est une équipe où on est 6 ou 10 personnes, où souvent on s'entend tous très très bien et en fait on passe un super moment, c'est hyper intense. Donc on est tous très fatigués à la fin, mais en fait tu rigoles de nerfs alors et c'est exactement ça. Et en fait on a des super moments de rigolade, de trucs où on fait des conneries et en fait on se dit mais c'est trop bien. C'est trop bien. C'est ça que j'aime faire quoi. Franchement, trop bien. Un grand merci Lou, parce que je trouve que c'est beau. En fait, je trouve que t'es très spontanée dans ton approche et en fait tu casses un petit peu effectivement tous les stéréotypes qu'on peut avoir sur les barrières à l'entrée, le fait effectivement qu'on ait tout planifié et en fait tu apprends en faisant, tu saisis les opportunités. Tu es passionné par ce que tu fais, tu t'accroches effectivement et c'est pas simple parce que comme tu l'as dit, tu es toute seule et ça montre que même seule et en étant une femme, tu peux y arriver et ce que tu es en train de faire c'est assez impressionnant et en plus de ça c'est bon. Donc franchement n'hésitez pas à aller faire un tour à la boutique, à la retrouver sur ces food trucks en festival avec un S, oui. L'Instagram, on va tout remettre du coup en description. Et avant de se quitter, on a pour habitude de faire un petit check, un petit dernier un petit mouvement. Ce que tu veux, tu le dis. Genre les saucisses. Je sais pas. Est-ce que vous avez un petit cri de guerrier, même avant de commencer les festivals? Non. Non, je dis. Oh, la saucisse. Je dis tout le temps, allez mes petites saucisses, parce que c'est que des petites nénettes qui travaillent avec moi. Mais non. Ouais, écoute, on va dire, allez mes petites saucisses. Allez mes petites saucisses. Allez mes petites saucisses. Merci. Merci.